L'écoute Sichot Relek Rafé, deuxième sira sur Vaishlach. Alors dans notre paracha, on a tout l'épisode où Yaakov il vient habiter à Shrem, il étend ses tentes, et on nous dit là-bas qu'il a acheté le terrain sur lequel il a étendu sa tente. Et il l'a acheté pour 100 kesita, c'est ce que la Torah elle dit. Et Rashi note c'est quoi kesita? C'est des pièces, en hébreu il dit ma'a, mais 100 kesita c'est 100 ma'a. Et Rabbi Akiva il dit, quand j'ai été dans certaines îles, des villes, qui se trouvent au bord de la mer, ou alors des îles, là-bas, j'ai vu que le mot ma'a, on traduisait kesita. Et entre parenthèses, Rashi y rajoute, et la traduction en araméen, c'est churfan, comme si on était en train de dire charif. Charif, ça veut dire que c'est une monnaie qui est utilisable partout. Alors, Rashi va expliquer ce mot parce que c'est un mot qui figure nulle part, pour ainsi dire. On va le répéter quand on répète ce passage de Yaakov, et sinon, on va le répéter une seule fois dans Iyov. Donc, dans toute la Torah, ce mot, il figure 2 fois. Donc Rashi est obligé d'expliquer ce mot-là. Mais quand on regarde les autres traductions, c'est pas du tout la traduction que Rashi a choisie. Quand on regarde le Targum Yonatan, le Targum Yerushalmi, ils nous disent quoi? Que ça veut dire des perles. 100 kesita, c'est 100 perles. Quand on dit kesita, c'est comme kishut, une parure, un collier. Donc on parle de perles ici. Et Ibn Ezra, il nous dit, ça veut dire une brebis. Et c'est pour ça que la traduction en araméen de Unkelos, c'est Churban. Il y a plein d'autres endroits où pour dire brebis, Unkelos, il utilise le mot Churban. Et donc là, on comprend. Et donc pourquoi Rashi a été chercher la traduction dans certaines villes portuaires qu'on a été dire que pour dire ma'a, pour dire une pièce, on va dire kesita, alors que les traductions classiques que nous on a, elles disent pas ça du tout. Alors c'est vrai que c'est logique de dire que quand on paye avec de l'argent, on paye avec des pièces. Et donc Rashi tend à dire que c'était avec des pièces, c'est une certaine pièce. Mais à l'époque c'était assez courant de payer avec une brebis, avec un animal par exemple. Et puis ce qui est encore plus étonnant, c'est que la Torah, quand elle parle de pièces, elle parle toujours en shekel, en shkalim. Et on sait que un ma'a, une ma'a, c'est un gera. Et 20 gera, c'est un shekel. Donc ici la Torah, elle aurait dû dire 5 shekels, 5 shkalim. Ou à la rigueur, comme la Torah, elle utilise aussi le mot gera, alors 100 gera ou 5 shkalim. Mais tu ne peux pas venir me dire 100 kesita. De quoi on parle ici? Donc ça voudrait dire que c'est sûr qu'on ne parle pas de pièces, ici on est en train de dire soit une brebis, soit des perles. Ça c'est ce qui aurait été le plus logique, donc pourquoi Rashi ne choisit pas cette explication-là, ces deux explications-là? Et puis quand on regarde un peu plus loin, on voit que quand Shrem, après avoir violé Dina, il parle à Dina, il essaye de la convaincre, et il lui dit, mais regarde ton père, il a dépensé, il a gaspillé tellement d'argent pour un si petit terrain, alors qu'on sait que 5 shkalim, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une toute petite somme. Donc pourquoi Shrem il aurait dit, ton père, il a gaspillé tellement d'argent. Alors Rashi ne tire pas son explication de nulle part, il l'a pris dans Bereshit Rabbah. Mais dans Bereshit Rabbah, il y a aussi plein d'autres explications qui veulent dire là-bas que c'est une grosse somme. Donc Rashi, pourquoi il n'a pas choisi ces explications-là, encore une fois? Et on ne peut pas commencer à dire non, mais en fait, il parle uniquement du terrain de sa tente à lui, mais pas la tente de ses femmes, de ses enfants, de son troupeau, de ses serviteurs. Il parle que de sa tente à lui, donc c'est une petite somme. Non, parce que c'est pas logique de parler uniquement pour une tente. Quand on parle de Yaakov, même si on va parler au singulier, on généralise. Ça veut dire c'est lui et tout ce qui lui appartient. Ça, c'est une évidence. Donc on ne peut pas répondre comme ça et la question, elle reste. Maintenant, dans l'explication de Rashi, il y a certaines choses qui sont assez étonnantes. Première chose, Rashi, quand il cite un passage de la Gemara, il le cite de manière très brève. Il va donner la référence, il va donner les premiers mots, et puis c'est tout. Là, Rashi vient citer tout le passage en entier. Et Rabbi Akiva, quand il a été voyager dans une île, dans une ville qui est au bord de la mer, etc., il a vu qu'on traduisait. Mais pourquoi aussi long? En plus de ça, il y a une autre version où Rabbi Akiva, il a été en Afrique, il n'a pas été dans les villes au bord de la mer. Cette version de la Gemara qui dit que Rabbi Akiva était en Afrique, elle est beaucoup plus répandue, c'est la version que nous on retient aujourd'hui. Alors, c'est sûr qu'à l'époque de Rashi, il y avait plusieurs versions de la Gemara, et c'est une version qui était valable à l'époque, mais c'était certainement pas la version la plus répandue. Donc pourquoi Rashi a choisi la version la moins répandue, celle qui parle des villes au bord de la mer, au lieu de choisir la version la plus répandue qui parle que Rabbi Akiva était en Afrique? En plus de ça, on sait très bien que Rashi ne cite quasiment jamais le nom de celui qui va citer un passage dans la Gemara. Là, il dit clairement, c'est Rabbi Akiva. Pourquoi le citer? Et puis, ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'il y a d'autres passages dans la Torah où Rashi va citer aussi cette même Gemara, où Rabbi Akiva, il dit, j'ai vu que la traduction de ce mot-là, ça veut dire ça, que l'autre mot, ça veut dire ça, où là-bas, il parle même de ses voyages dans lesquels il a vu ces traductions-là, et là-bas, Rashi ne cite pas que c'est Rabbi Akiva.
ou même aucun autre Amora qui pourrait avoir mentionné une histoire pareille. Donc pourquoi ici Rabbi Akiva? Et puis encore une chose intéressante, c'est que dans ces parenthèses qui sont rajoutées, où il dit qu'en araméen on dit Khurpan et que ça veut dire c'est une monnaie qui est acceptée partout. Mais il y a plein de commentateurs qui disent ces parenthèses, c'est sûr que c'est pas Rashi qui les a écrites, c'est sûrement un élève et il s'est sûrement trompé. Puisque quand on regarde bien, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a plein d'endroits dans la Torah où quand Unkelos il va traduire en araméen le mot Khurpan, il est en train de désigner une brebis, justement, donc c'est à l'encontre de ce commentaire. Donc ça voudrait pas dire que Khurpan c'est pour dire que c'est une monnaie qui est acceptée partout, au contraire ça voudrait dire une brebis. Donc pourquoi il cite ça là-bas entre parenthèses? Ça vient décrédibiliser le commentaire, au contraire. Mais si c'est une version de Rashi qui a été, même si elle est pas majoritaire, mais qui a été quand même répandue et qui est arrivée jusqu'à nous aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même un intérêt derrière, il faut comprendre. D'ailleurs, quand on regarde tous les endroits où Unkelos il va traduire le mot brebis par Khurpan, alors que c'est pas le mot normal, normalement il traduit par Imra, mais quand il dit Khurpan, ça veut dire que c'est quelque chose, c'est une belle brebis, donc il y a un intérêt, comme pour le témoignage avec Avimelech, etc. Et donc pourquoi Rashi, ou alors un de ses élèves, l'a-t-il rajouté ici, entre parenthèses, qu'est-ce que ça vient nous rajouter? Alors l'explication à tout ça, elle est la suivante. Le rabbi commence à expliquer. Finalement, quand on regarde bien l'intention de Rashi dans cette explication, il ne vient pas répondre à ces questions grâce à la citation de Rabbi Akiva. En vérité, ça, Rashi le déduit uniquement du contexte dans lequel ce verset y figure, puisque quand on regarde Yaakov, il vient de passer un séjour à Sukkot. Maintenant, il arrive à Shrem. Et on sait qu'il ne va pas rester longtemps à Shrem, il va rester uniquement 6 mois. Il est en chemin pour retourner chez son père, à Hebron, pour retourner chez Yitzhak. Il a passé 20 ans chez Lavan, en dehors d'Israël. Et maintenant, il arrive à Shrem, il sait qu'il va pas rester longtemps. Donc, quand Abraham, lui, il a dû acheter un tombeau pour sa femme, lui, il a payé cher. Là, à ce moment-là, c'est normal, puisque c'est éternel. Donc, je paye toute la grotte de Marpella, je vais payer cher, 400 shekels, et avec une monnaie qui est acceptée partout, donc c'est quelque chose qui a de la valeur, ça, on est d'accord. Mais c'est impossible de dire que Yaakov, pour une maison qui va être temporaire, pendant 6 mois, alors qu'il a passé déjà énormément d'années ailleurs, il va investir tellement d'argent pour un endroit dans lequel il sait qu'il ne va pas rester. Son but, c'est d'arriver chez son père à Hebron. Il ne va pas payer tellement cher pour une parcelle de terre dans laquelle il ne va pas rester. Donc ça, c'est impossible d'imaginer une chose pareille. Donc Rashi ne peut pas accepter l'explication qui dit qu'il a payé 100 perles, puisque 100 perles, ça vaut encore plus cher que 400 pièces, que ce qu'il a payé à Abraham, que ça, c'était éternel. Donc c'est sûr que Rashi... Il dit c'est impossible qu'il a payé 100 perles, ça c'est impossible à accepter comme traduction. Ici on est obligé de dire que Yaakov il a payé un prix normal, mais s'il a tenu à faire cette acquisition, c'est parce qu'il venait d'arriver en Israël, la terre que Dieu lui a promise, qu'il attend depuis des années. Et dès qu'il arrive, il dit maintenant, pour montrer que cette terre elle est précieuse à mes yeux, je vais acheter un petit terrain, avec une acquisition normale, un prix raisonnable, mais pour montrer que cette terre elle est chère à mes yeux. Mais jamais à un prix fou en disant que c'était 100 perles, ça c'est sûr que non. Et donc quand Rashi dit 100 ma'ot, 100 pièces qui font 5 shekels, ça c'est logique, ça c'est normal. Mais alors dans ce cas-là on a une question, pourquoi la Torah vient me parler de ce montant-là? Si le montant il est dérisoire de toute façon, ne m'en parle pas. Quand Abraham il vient enterrer Sarah, tu viens me dire que c'est un montant important qui est très cher, parce que tu as envie de dire c'est important d'acheter un tombeau en Eretz Israël, et puis il voulait complètement enlever la possession de Ephron, montrer maintenant ça m'appartient pour l'éternité, etc. Donc je vais payer cher, etc., etc. Ça, on comprend. Mais pourquoi tu viens me dire maintenant, Yaakov il a payé un prix? Finalement un prix dérisoire, ça sert à quoi? Uniquement à montrer, cette terre elle m'est précieuse, c'est la seule solution. Maintenant pourquoi Rashi va choisir cette version de Rabbi Akiva, qui a été nous raconter ses voyages, pour nous dire, il y a des endroits dans lesquels ces pièces-là, on les appelle kessita, on les appelle comme un collier. Ça veut dire que même si c'est une pièce qui a peu de valeur, il y a certains endroits où ces pièces de peu de valeur, on va les assembler, on va les décorer, et ça va faire comme un collier, et donc elles vont avoir de la valeur. C'est sûr que la valeur monétaire, financière, elle est ridicule, ça on est d'accord là-dessus, mais ça va quand même être des pièces, pas comme les autres, c'est des pièces qui permettent de faire des colliers, qui permettent de faire des bijoux, et donc qui ont une valeur plus élevée que uniquement des pièces de monnaie et qui ont uniquement une valeur faible. C'est aussi des pièces qui ont une certaine beauté, qui ont une certaine importance. Et ça vient soutenir le fait que Yaakov, il achète cette partie de terre pour montrer la terre, elle est précieuse. Je ne l'ai pas acheté avec des pièces.
n'importe lesquelles, avec des pièces qui sont importantes, même si c'est pas une grande valeur, mais c'est des pièces qui sont malgré tout importantes. Et c'est pour ça que Rashi choisit la version de Rabbi Akiva qui a été dans les villes de la mer et qui n'a pas été en Afrique. Parce qu'en Afrique, si ça se trouve là-bas, quand on lit la Torah, on ne connaît pas. Peut-être que c'est un endroit où il y a de la pauvreté et où finalement, ça n'a pas tellement de valeur, toutes ces pièces-là. Rashi veut montrer au contraire, non, ces pièces, elles ont oui de la valeur, même si la valeur monétaire n'est pas importante, mais l'importance de ces pierres, elle est grande. Et maintenant, on comprend pourquoi Rashi n'a pas parlé d'une brebis, parce qu'une brebis, ça ne vient pas t'apprendre, ça ne vient pas t'ajouter sur la valeur de la terre d'Israël. Il n'a pas non plus dit c'était 100 shekels, parce que 100 shekels, ça aurait été une exagération par rapport au prix véritable. Et d'un autre côté, il n'a pas non plus dit que c'était 5 shekels, puisque ici, c'est pas la valeur monétaire qui est importante, c'est la pièce en elle-même qui a une valeur importante, même si la valeur monétaire n'est pas importante. Donc, il ne faut pas dire 5 shekels, il faut dire justement, c'est des pièces qui se mettent en collier. On comprend aussi l'élève de Rashi qui vient te rajouter entre parenthèses, ça c'est des pièces qui ont une valeur partout. Pas parce qu'elles ont une valeur partout, parce que ces pièces-là, elles étaient particulières. On comprend maintenant aussi pourquoi Shrem, il a dit à Dina, ton père, il a gaspillé tellement d'argent pour un si petit terrain. Pas qu'il a gaspillé beaucoup d'argent en termes financiers, mais lui, il voulait dire des pièces qui sont aussi jolies, qui ont une vraie utilité, et lui, il va payer pour un terrain qui va rester 6 mois dessus, ça n'a pas tellement d'importance. C'est pas que ça a une valeur monétaire très grande, mais c'était pas en adéquation l'un avec l'autre. Mais justement, c'était pour montrer cette terre, elle est précieuse aux yeux de mon père. Et d'ailleurs, quand après, dans la parasha de Vaïra, Moshe, il va crier contre Dieu, il va lui dire, mais les patriarches, ils n'ont pas rouspété contre moi. Abraham, il a payé un prix très cher, et Yaakov, il a acheté une parcelle. Il ne dit pas là-bas, Yaakov, il a payé très cher. Parce que justement, c'était pas le cas, il n'a pas payé très cher. Mais malgré tout, il y a quand même une question qui demeure. La richesse de Yaakov, elle était énorme. Cette somme-là, elle était ridicule pour lui. Et même si c'est des pièces importantes, c'est quand même ridicule. Pourquoi tu viens... Non, l'essentiel, c'est quoi? C'est de me montrer que la terre, elle est précieuse à ses yeux, qu'il a acheté. Viens me dire qu'il a acheté tout de suite dès qu'il est arrivé. Je comprends. Pourquoi tu viens me préciser le montant? Et c'est pour ça que Rashi rajoute le nom de celui qui a cité ce passage et ce voyage, c'est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva qui lui cherchait toujours des mérites pour les Juifs. Et il vient te dire, regarde, même un détail comme ça qu'on vient rajouter dans la Torah, c'est pour apprendre un mérite de Yaakov, qu'il a voulu montrer cette terre, elle est tellement précieuse à mes yeux. Pour ajouter et chercher encore un autre mérite qu'on peut rajouter à Yaakov. Et Rashi va même jusqu'à raconter, Rabbi Akiva, il a voyagé. Pourquoi tu me racontes tout le voyage? Dis-moi juste Rabbi Akiva, il a dit dans ces villes, ça se traduit comme ça. Non, il vient te dire, regarde, Rabbi Akiva, il cherche du mérite pour les Juifs, mais pas seulement sur son fauteuil tranquillement. Il va jusqu'à aller voyager. Et là-bas, qu'est-ce qu'il va dire? Les enfants, dans ces villes, les enfants, on les appelle Patia. Il y a un verset qui nous dit Shomer Petaim Hashem. Dieu, il garde les Petaim. Patia, il garde les enfants. Ça veut dire quoi? Même les enfants des pécheurs du peuple juif, Dieu, il les garde et il leur trouve des mérites, au point de les amener dans le monde futur. Et donc, c'est pour montrer à quel point Rabbi Akiva, il cherche un mérite. Jusqu'où il est prêt à aller pour trouver un mérite pour le peuple juif. Et c'est exactement la même chose, la raison pour laquelle il va souligner tout ça pour montrer à quel point la terre d'Israël elle était précieuse aux yeux de Yaakov et qu'on va trouver un mérite, on va aller jusqu'à trouver ce mérite-là pour Yaakov pour montrer à quel point il a chéri la terre d'Israël.